Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 189 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des stats, mais pas dans le basket, dans le football. Alors, comment allez-vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Nous sommes en jour de tournoi. Enfin, normalement pour vous, c'était le jour de repos. Là, moi, je suis la veille pour vous, mais on a eu les quarts de finale. Ça y est. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous n'êtes pas fan des Suns. J'espère que vous êtes fan des Lakers plutôt. Hein. En général, c'est pas mal d'être fan des Lakers. Mais bref, pourquoi est-ce qu'on va parler des stats dans le foot aujourd'hui, alors que l'actu et la saison NBA bat son plein ? Eh bien, parce qu'on est à la bourre, hein, très simplement. On est dans notre saga d'intersaison. Et oui, on est totalement à la bourre. Cette intersaison, on a fait une saga de crossover, où on parlait soit de basket de manière un peu différente, soit donc d'autres sports. Et donc, aujourd'hui, avant-dernier numéro, on revient sur le football, on revient sur un intervenant du média Coparena, d'ailleurs, que vous connaissez maintenant. Après Raphaël Cosmidis et après Florent Tonuti, aujourd'hui nous recevons Ismaël Afoud, donc de Coparena, qui est un peu l'expert statistique de Coparena. Et donc Ismaël va un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il en est des stats dans le football, justement. C'est vrai que nous, dans le basket, et surtout sur le Basket Lab, on parle de stats un peu tout le temps, j'essaie de les démocratiser. Donc on a une vraie culture stat basket. Mais c'est vrai que c'était un peu l'occasion de prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'il en est dans le foot. Et donc Ismaël est là pour nous raconter tout ça. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 11e numéro de notre crossover, les stats dans le football. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre saga de crossover avec aujourd'hui un sport autre que le basket, le football, et surtout on va parler de stats aujourd'hui. Et pour ça, on reçoit Ismaël Afoud. Comment ça va, Ismaël ? Salut, ça va très bien. Encore merci pour l'invitation. Bah non, avec plaisir. Ismaël, statisticien qui officie notamment sur Coparena, c'est ça ? Exactement, ouais. Principalement sur Coparena en ce moment. Principalement sur Coparena. Vous connaissez Coparena, je pense. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Ça, c'est très très bien. Prenez un abonnement, il y a toujours des parrainages qui traînent par-ci par-là. Et puis Ismaël aussi. Ismaël, fan des Sixers et de Joel Embiid. Donc je te remercie d'autant plus d'être présent aujourd'hui après la quantité de tweets que j'ai dû envoyer sur une certaine course MVP. Je tolère ces tweets-là parce que je sais que tu étais un très grand fan d'Embiid pendant la draft. Donc bon, t'as le droit d'avoir une opinion différente sur le titre de MVP. Voilà, le titre de MVP qui a été volé à Nikola Jokic du coup. J'en profite maintenant, t'es là. Quoique maintenant, tu peux partir, donc faut pas non plus que j'abuse. Mais... bon, bref, Ismaël, donc l'homme stat de Coparena que vous connaissez sans doute. Et donc, oui, aujourd'hui, tu as accepté très gentiment cette invitation pour. Donc, on est un peu dans notre saga des crossovers. On reçoit plein de guests, soit de basket, soit d'autres sports, pour donc parler de jeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de jeux, mais pas que. On va parler aussi de stats et d'analytics, puisque le but aujourd'hui avec toi, c'était de faire un peu un épisode sur justement les stats dans le foot. Il y a plein de thèmes qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Tu es l'homme parfait, du coup, pour ça, bien sûr. Et c'est vrai que, bon, nous, sur le Basket Lab, on aime beaucoup les stats, notamment dans le basket. Donc, c'était un peu l'occasion dans cette saga de crossover, de se dire, allez, on va essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui se fait dans le foot. Peut-être question très simple, toi, pour commencer, mais comment est-ce que tu t'y es mis, du coup, un peu à toutes ces stats dans le foot ? Alors, personnellement, bon, de base, je suis très très fan de foot et ma formation, c'est statistique. D'accord. Et il y a 5 ans, en gros, FBref, donc le cousin très très rapproché de Basketball Référence, de Sport Référence, a mis en ligne tout un tas de données de StatsBomb sur les 5 plus grands championnats, avec un historique sur quelques saisons.
Et ça m'a donné envie de manipuler les données, d'essayer de faire des choses dessus, de voir ce que je pouvais produire comme petit modèle, obtenir comme résultat. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et oui, d'ailleurs, on n'a même pas fait un peu de promo, mais en ce moment, il y a beaucoup le type de contenu que tu sors, c'est notamment beaucoup de petits podcasts, les shortlists ou ce genre de choses sur des jeunes joueurs ou des recrues de Ligue 1 notamment. Ouais, c'est ça. En ce moment, je participe principalement à ces podcasts-là sur Coparena, les shortlists où on présente les nouveaux arrivés de tout horizon en Ligue 1. Eh bien, parfait. Eh bien, on va pouvoir y aller. Bon, on a déjà dit que tu étais fan de NBA, donc on suppose que tu es aussi fan de NBA, bien sûr. Je ne te pose pas cette question traditionnelle des crossovers. Mais oui, donc le plan, comme je te dis un peu en antenne, hein, très très simple, hein, juste on va essayer de parler de un peu la culture stat entre guillemets dans le foot, où est-ce que ça en est un peu d'un point de vue médiatique d'abord. Après tu essaieras de nous expliquer qu'est-ce qu'il en est dans le milieu professionnel, et puis peut-être on rentrera encore plus dans le détail ensuite sur les stats en elles-mêmes. Mais alors du coup, peut-être pour commencer, c'est vrai que c'est un peu une question importante, je sais pas, mais c'est la première question qui me vient, moi, c'est ce côté dans les sports, on a un peu souvent comment dire, c'est des milieux qui mettent du temps à accepter les stats. Nous, c'est vrai qu'en NBA, il y a peut-être une culture un peu plus grande de la stat, et de par les box scores, de par les points, les rebonds qui sont comptabilisés depuis longtemps. Mais où est-ce qu'on en a un peu du coup des stats en général, on va dire, dans le paysage médiatique du foot en Europe? Je pense que ça commence à se démocratiser. Il commence à y avoir des portes d'entrée. En France, de ce que je vois, c'est quand même l'un des pays où c'est clairement il y a le plus de réticence à ça. Mais par exemple, quand je regarde des matchs de Bundesliga ou de Première Ligue, ils vont quand même mettre pas mal en avant, par exemple, les expected goals, qui est une stat un peu phare. Ce serait, donc les expected goals, ça donne la probabilité qu'un tir se transforme en but. Donc ça, en fait, ça donne une idée de la qualité des occasions que sont produit une équipe. Et ça se permet de s'éloigner, de faire le bilan du match en regardant juste la possession et le nombre de tirs marqués, par exemple. Et ça, donc cette statistique-là, qui a été démocratisée qu'en 2012, elle commence à avoir de plus en plus sa place sur certains plateaux télé, dans la présentation. Mais ouais, plutôt aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. En France, il y a, on va dire que en général dans les médias, il y a des gens compétents qui apprécient les stats, qui comprennent comment elles fonctionnent. Après, régulièrement, à un niveau plus élevé de la rédaction, il y a des gens plus réticents à les présenter parce que j'imagine ça n'a pas un caractère très sexy. Et je dirais aussi qu'il y a eu une première introduction peut-être un peu ratée des stats où pendant un moment on a beaucoup insisté sur la possession, les passes réussies, les tirs, et effectivement ça donnait pas forcément une description très très pertinente des matchs, et ça a été peut-être un peu trop mis en avant à un moment où c'était pas prêt à être mis en avant, et du coup ça a été un peu décrédibilisé par la suite. Ouais, donc tu penses que, enfin, on va dire que dans les grands médias en France, ça n'a pas encore percé comme peut-être on le voudrait, mais tu penses que c'est un peu pour des raisons, enfin, je sais pas, d'ailleurs, je veux pas te forcer à répondre sur d'autres médias, vu que toi-même tu fais partie d'un média, mais je veux dire, la question c'est surtout, est-ce que c'est une question de culture, le foot est pas habitué à ça, ou est-ce que c'est juste une question, certaines émissions, elles préfèrent ne pas parler de stats parce que ça peut être ennuyeux, et que voilà, c'est pas du tout un truc qui est inhérent au football, quoi. Je pense honnêtement, il y a les deux. Hein. Il y a après, il y a une réticence aussi. Globalement, je pense qu'il y a une réticence à ce qui est nouveau. Hein. Genre, on a présenté le football d'une certaine façon pendant des années. Tu vois, d'un point de vue, alors là, je vais m'éloigner des statistiques, mais on va dire d'un point de vue tactique, c'est pas rare quand tu regardes un match de foot que les consultants qui sont des anciens joueurs vont s'énerver parce qu'une équipe essaie de relancer bas, et ils vont dire oh là là, les risques qu'ils prennent, il faut pas qu'ils jouent à la baballe, etc. Oui. Même quand c'est des équipes dont c'est la force. Par exemple, cette saison, Brighton en première ligue avait la masse salariale la plus basse, qui est une équipe très performante parce que justement ils utilisaient les statistiques dans le recrutement, et que dans leur approche du jeu, leur spécialité c'était de relancer très bas. C'était pas très très rare d'entendre des consultants, tu vois, s'énerver du fait qu'ils font ça. Donc globalement, je pense que quand il y a quelque chose qui est en contradiction avec ce que les experts du sport n'ont pas connu, ils vont forcément être un peu réfractaires à ça.
Oui, et puis il y a aussi un côté peut-être croyance ancestrale, socle commun un peu ancestral. Et d'ailleurs, on a un peu les mêmes en NBA, hein, pour le coup, sauf que nous, ça s'articule autour de il faut revenir au jeu au poste comme avant. Notamment parce que les consultants actuels, bah, c'est des joueurs, des anciens joueurs qui aujourd'hui ont 50 ou 60 ans et qui ont connu une NBA de post-up. Mais non, c'est vrai, il y a un côté un peu réfractaire, mais t'avais l'air quand même de dire que globalement, ça fait 5, 10, voire 15 ans qu'il y a quand même des progrès, même sur le plan médiatique, sur à quel point est-ce qu'on consomme, on présente un peu des stats. Ouais, clairement, même si actuellement c'est pas un état où on pourrait se dire elles sont présentées au plus grand nombre de la meilleure des façons, c'est évident que petit à petit ça grappille son espace médiatique. Il y a ça, enfin, encore une fois, genre j'ai cité les expected goals, c'est une statistique. Je pense il y a 3-4 ans, on avait, enfin, c'était vraiment quelque chose de jamais évoqué. Et bon, maintenant, même en France où c'est réfractaire, ça va être utilisé des fois sur les bilans à la mi-temps des matchs, à la fin des matchs, ça va être évoqué de temps en temps. Donc, il y a progressivement une petite introduction des stats, même si voilà, genre, c'est pas, elles sont pas accueillies les bras grands ouverts. Et souvent, en plateau, le spécialiste qui va venir avec ses stats va se faire un peu chahuter. Oui. Comme le nerd qui apporte une expertise déplacée, laisse-nous parler entre professionnels. Mais bon, c'est pour le moment, c'est l'espace auquel on a le droit. Oui, effectivement. Il y a un côté, je viens présenter un peu des faits, hein, c'est assez factuel. Bon, après, les stats sont sujet à interprétation, mais je viens présenter des trucs et parfois, soit on te moque, soit effectivement. Donc, il y avait un peu, voilà, on n'est pas au bout du chemin, peut-être on peut le formuler comme ça. Alors. Ouais, voilà, on n'est vraiment pas au bout du chemin, mais il y a du mieux. Bonne direction quand même, bonne direction. Mais alors c'est vrai que justement, t'as commencé à parler un peu de ce côté, peut-être que la première introduction aux stats, elle s'est fait par tout ce qui est possession, jeu de possession, pourcentage de possession. Tu fais référence sans doute à tout ce qui est Barça du début de la décennie précédente. Ouais, je pense que, étant donné les outils limités qu'on avait pour exprimer la domination du Barça et de l'Espagne, on s'est beaucoup concentré pour dire que regardez, ils ont beaucoup de possession de balles, ils réussissent beaucoup leurs passes, c'est forcément quelque chose de positif. Voilà, c'est bien et du coup il n'y a pas besoin de, ça devenait un indicateur de performance au lieu d'être plutôt un indicateur qui décrit la façon de jouer. Parce qu'en fait, ouais. Certes il y avait cette possession là, mais c'était une possession qui était aussi défensive et du coup qui donnait peu d'occasion aux adversaires. Et il l'a amené jusqu'à tard dans la surface pour obtenir des positions avec de fortes probabilités de se transformer en but, et il se contentait pas de prendre des frappes de loin. Donc c'était en fait, il y avait d'autres choses à raconter, mais c'est encore une fois les expected goals, leur diffusion hors milieu universitaire vraiment par Opta, ça date de 2012. Donc simplement, il y avait pas l'outil pour quantifier ça à l'époque, même s'il y a que 10 ans. Non, mais effectivement, alors, je sais plus qui c'est, je crois que c'est peut-être Daryl Morey, ou quelqu'un qui disait notamment en NBA que les médias ont toujours grosso modo 10 ans de retard sur ce qui se fait concrètement un peu dans la ligue, quoi, au niveau de la démocratisation des stats. Et d'ailleurs, c'est Daryl Morey lui-même qui racontait que du coup, lui, dès qu'il voyait quelqu'un écrire un bon article à l'époque, dans les années 2000, où c'était pas du tout démocratisé, dès que eux, ils voyaient quelqu'un écrire un truc un peu intéressant, ou commencer à expliquer certains concepts, ou certaines nouvelles stats, ils l'embauchaient direct. Comme ça, il y avait un contrat d'exclusivité, et que ça pouvait, pour garder un peu ce secret, parce que c'était un avantage un peu concurrentiel. Bah, je comprends. Mais, par exemple, dans le football, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais récemment, je revoyais un peu la création du modèle des expected threats. Donc peut-être qu'on viendra dessus plus tard. C'est un modèle qui essaie de quantifier par les actions le danger apporté par les joueurs. Et par exemple, le mec qui avait présenté ça, bah, il a été recruté derrière à Arsenal, genre pour faire des modèles pour eux, quoi. Genre, il y a pas. Oui, donc le même processus de se dire on doit garder les avantages compétitifs, là où il y a des choses intelligentes, on doit les récupérer, quoi. Après ça, c'est la réflexion dans les clubs qui travaillent bien avec la data. Clairement, c'est pas malheureusement en France, c'est pas forcément la même chose. Oui, puisque ce que je regrette un peu, parce que du coup moi je suis sur le basket, mais je suis aussi consommateur de foot, du coup à un niveau très très basique, mais j'aime bien le foot et je suis le foot, mais ce que je regrette beaucoup, c'est cette récurrence foot comme en NBA d'un point de vue médiatique, on va dire, le procès qui est fait aux stats, de dire les stats ne sont pas parfaites
donc on peut pas l'utiliser. Non, mais la stat ne peut pas tout raconter, donc bah non, bah, ça sert à rien, quoi. Ouais. C'est vraiment ce faux procès qui est fait. Voilà, c'est soit la stat, elle doit tout nous dire, mais comme c'est impossible, évidemment, quand tu connais un peu les stats, 1%, tu sais que c'est pas possible. Donc voilà, il y a toujours ce faux procès, je trouve, qui est fait. Je veux pas te lancer sur certains noms de médias, vu que toi-même tu fais partie des médias, mais voilà, c'est vrai que je souhaiterais, moi, sur le plan personnel, que certaines stats un peu plus avancées soient mises en avant, ou que le traitement des stats, ça aussi c'est très caractéristique des gens qui connaissent pas trop les stats, c'est qu'on parle de les stats, tu sais, comme si il y avait un ensemble. Sur la possession, justement, je voulais un peu commencer par ça, comme on est un peu dans cette partie média. Moi, je trouve qu'il y a certaines stats qui sont un peu à jeter à la poubelle, mais du coup, je voulais te poser la question. Toi, statisticien, toi qui bosses pour Coperena et qui fait des modèles, qui parle concrètement de jeux et de stats dans les articles ou les podcasts, c'est quoi un peu les stats que on nous met en avant à la télé, à la radio ou pendant les matchs, et qui en fait sont un peu à jeter à la poubelle ou à mettre un peu de côté, quoi? Typiquement, c'est pas complètement. Enfin, en soi, je pense pas qu'il y ait vraiment des stats qui sont complètement achetées à la poubelle. Mais le truc, c'est que si elles sont pas contextualisées avec autre chose, elles perdent beaucoup en valeur. Par exemple, quand on te fait le rapport de la mi-temps et qu'on te donne les tirs, et les tirs cadrés, et quand tu essayes de t'expliquer que par les tirs cadrés, ça va vouloir te dire qui s'est créé le plus d'occasions, on le sent bien naturellement que ça n'a aucun sens, que un mec qui fait une frappe de 35 mètres qui a été capté mollement par le gardien, en fait, ça a été un tir, mais ça n'a pas été un tir de la même valeur que s'il avait été dans la surface. Donc, quand le bilan, parce que quand les expected goals sont pas utilisés, ça va souvent être les tirs qui vont être utilisés pour dire qui a été le plus dangereux. Donc déjà, ça peut être problématique. Si tu veux, j'ai une petite liste, hein, je peux te proposer. Donc j'avais les tirs cadrés que je soupçonnais que effectivement c'était pas génial. T'as parlé de la possession déjà, qui effectivement n'est peut-être pas un indicateur, n'est pas une fin en soi au niveau de la performance. Il y a un nouveau truc aussi qui est un peu apparu sur les réseaux, j'ai l'impression, mais c'est le côté goal plus assist, enfin but plus passe décisive. Est-ce que vraiment c'est pertinent ou pas de parler comme ça? Alors, c'est un bon exemple parce qu'en plus je trouve que souvent les gens, quand ils vont dire un joueur stat, ils vont juste parler de ça. Et derrière ils vont dire les statistiques et même les joueurs professionnels vont avoir cette explication. On avait fait des interviews avec des joueurs professionnels et ils vont commencer à te dire quand on juge trop les joueurs par la stat, et en fait quand ils disent ça, ils disent juste on s'est mis au but plus assist. Et effectivement, pour comparer les joueurs, c'est pas idéal. Déjà parce que il y a des postes où t'es pas censé être jugé par tes tirs et passes décisives, mais aussi parce que par exemple les passes décisives, mécaniquement en fait tu dépends de ce que fait la personne après toi, et historiquement en fait il y a plein de cas de joueurs qui ont eu beaucoup de passes décisives sur une saison, mais en fait qui ont eu la réussite d'avoir des coéquipiers qui ont marqué des situations pas forcément évidentes, quoi. Et derrière ils n'arrivent pas à reproduire ce niveau de performance, et on critiquer le joueur parce que je sais pas, en général on va dire qu'il mouille pas le pagno ou des trucs aussi absurdes que ça, alors qu'en fait c'est juste il y a eu de la réussite une saison, il y en a plus les saisons d'après, et voilà, quoi. Oui, parce qu'en fait pour les buts il y a déjà une variance en soi, donc logiquement pour les assists aussi il y a une variance qui va avec, quoi. Ouais, exactement. Genre les buts, justement les joueurs vraiment très bons à la finition vont avoir tendance à surperformer les expected goals, qui, donc, je le rappelle, sont la probabilité de marquer un but sur une situation de tir. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Dans la plupart des joueurs sont quand même très très proches de la moyenne, et c'est pour ça qu'en fait on peut s'appuyer sur les expected goals. Même un joueur comme Cristiano Ronaldo, je crois qu'en carrière il est à 7 ou 8% au-dessus de la moyenne. C'est pas ça change pas la face du monde, sa qualité de finition. Il y a des joueurs qui sont vraiment au-dessus de ça, mais bon, c'est pour dire que c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est ça aussi, je pense qu'il y a un élément assez important dans le foot, c'est que tu vois, tu parlais des assists et à quel point ça pouvait dépendre de la finition, et donc rien à voir avec toi, le passeur, mais ce qui se passe en NBA, c'est que on a un échantillon qui est tellement gros,
que si tu regardes, parfois je m'étais amusé à calculer pour certaines saisons ou des choses comme ça, tu calcules, tu dis à quel point est-ce que le passeur a eu de la chance ou de la malchance en fonction de ses coéquipiers, mais on est avec des totaux et des échantillons qui sont énormes, donc ça se normalise, on va dire, il n'y a pas trop d'influence. Ouais. Ça, c'est la chance que vous avez au basket, et c'est pour ça, je pense aussi que c'est plus facile de démocratiser les stats au basket. Tu peux plus facilement construire des indicateurs solides, parce que tu as moins de variance, parce que tu as beaucoup plus de possession. Au football, tu as moins de possession. Une erreur qui arrive dans 2-3% des cas peut complètement pourrir le résultat d'un match et casser l'interprétation que tu vas en avoir. Donc oui, non, c'est sûr que au football, il y a beaucoup de statistiques. Il faut 10, 15 matchs pour que ça devienne à peu près exploitable. Je dirais qu'au basket, finalement, tu as aussi un peu ça. Mais je pense que c'est encore plus prononcé sur le football, quoi, où avec les statistiques d'un match, tu peux rien dire en fait. Tu peux rien dire en tout cas sur les joueurs individuellement, peut-être un peu plus sur les équipes mécaniquement, mais oui, effectivement, il y a ce problème de au football on va avoir énormément de variance, au basket il y en aura beaucoup moins. Oui, parce que c'est ça aussi, un foot, vous avez des échantillons ridicules, quoi, au final. Et que, tu vois, tu dis à certaines saisons, un tel ou un tel sont en surchauffe. Même sur des saisons complètes, je me doute que c'est pas non plus des échantillons énormes. Et même au final, tu vois, tu me parles de Ronaldo qui a plus 7%. Après, je sais pas, tu me corriges si je dis des bêtises, mais au final, plus 7%, ça veut dire que c'est sur un gros échantillon et c'est un score, c'est pas mal, non? Parce que tu vois, nous, en NBA, quand t'es pareil, plus 7, plus 10% par rapport à la moyenne, les meilleurs sont à ce niveau-là, quoi, je veux dire. Donc finalement, quand tu prends une carrière complète, en fait, 7%, ça a l'air peu comparé à, si tu compares à des échantillons de une saison, mais en fait, ça doit être, peut-être je me trompe, mais il y en a beaucoup des joueurs qui sont sur une carrière entière au-dessus du expected goals. Alors après, il y a aussi le fait qu'au football, on n'a pas autant de recul, donc ça va être difficile de juger sur une carrière entière. D'accord, ouais, ok. Mais on va dire que les vraiment tous meilleurs joueurs, par exemple Lionel Messi, avant son passage au PSG, parce que par exemple, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, d'un coup il est devenu un peu maladroit face au but, oui. Il était à quelque chose comme plus 30-35%. Ah d'accord, ok. T'as des Harry Kane qui sont dans ces eaux-là aussi, Holland. Mais c'est vraiment très très exceptionnel parce que par exemple, et c'est pas forcément évident de faire le lien, tous les meilleurs numéros 9 vont avoir ça. Un 9 comme Dzeko, oui. Par exemple, lui en carrière il a largement sous-performé ses expected goals. Quelqu'un comme Lewandowski, avant ces quelques saisons où il a été en lutte pour le Ballon d'Or, où il a effectivement marqué beaucoup, c'était plutôt un gars qui était autour de la moyenne, quoi. D'accord. Donc c'est pas bon, mais effectivement il y a des cas peut-être plus exceptionnels qu'au basket. Au basket, il y a personne qui va marquer 55% à 3 points de façon régulière, oui. Alors qu'au football, on a une surperformance face au but qui peut monter à plus 30% par rapport à la moyenne. Ouais, effectivement, on n'a pas nous. Déjà 42% en 3 points, c'est beaucoup. Bah oui, mais alors, je crois que Kyle Korver une année s'était rapproché des 50, mais tu vois, c'était sur un échantillon qui était pas non plus énorme, quoi. Donc, voilà. J'ai en tête genre un Jason Capono, je crois, qui avait dépassé les 50% sur une saison. Oui. Mais j'imagine qu'à l'époque, du coup, ça devait être sur un échantillon particulièrement ridicule. Et en plus, je crois que Capono avait la réputation de prendre les tirs couverts. Ouais, et puis, non, mais après, Capono était un shooter d'élite, mais effectivement. Oui, de toute façon, tu peux pas arriver à ça. Oui, c'est ça. oui, bien sûr, mais on considère que c'est genre 250-300, un échantillon qui commence à être fiable. Et Capono, à l'époque, c'était une NBA 103 points, donc il a dû le faire sur 50, 100 ou 150 tirs à peine, quoi. Enfin. Donc, bon, bref, on divague un peu déjà, mais du coup, autre stat que je voulais un peu te questionner, est-ce qu'on l'a mis à la poubelle ou pas, et qu'on nous affiche tout le temps à la télé, à la mi-temps, ou les shows entre la mi-temps. Les kilomètres parcourus, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors comme ça de tête, je pourrais pas te dire si ça a déjà été prouvé qu'il y avait une corrélation entre je crois pas que ce soit le cas, entre les kilomètres parcourus et le résultat d'un match. D'accord. Parce que par exemple, en fait, le Real Madrid, les années où il gagne la Ligue des Champions, c'est, si je dis pas de conneries, c'est une des équipes qui court le moins. Pour donner un ordre de grandeur. Le PSG, habituellement, c'est une équipe qui court moins. Bon, alors, là, maintenant, ça se voit peut-être un peu trop avec Messi plus Mbappé.
je dis maintenant, mais c'est déjà le passé, et que ça a pu poser problème effectivement. Et là, c'était très très prononcé, et pourtant il gagnait des matchs, quoi. Mais je crois qu'il y a une meilleure corrélation. Là, j'ai pas les résultats sous les yeux, mais je crois qu'il y a une meilleure corrélation avec tout ce qui est à haute intensité plutôt que juste les kilomètres parcourus. D'accord. Okay. Sur le résultat. D'ailleurs, récemment, il y a Skill Corner, qui est une entreprise française, qui a sorti un petit graphique pour montrer l'évolution ces 5 dernières années de l'intensité des courses et le nombre de courses à haute intensité qui étaient faites dans les championnats. Et on commence vraiment à voir que la première ligue, c'est en train de se transformer en une ligue de mutants qui peut-être utilise des produits différents des autres championnats, mais en tout cas où on voit qu'il y a une intensité qui a énormément augmenté et qui s'éloigne vraiment des autres. Avec, on va dire, une espèce de peloton derrière Espagne, Italie, Allemagne qui se tient un peu plus, quoi. Et la France, bien sûr, derrière. D'accord. Ok, donc c'est pas les kilomètres parcourus, c'est aussi comment tu cours. Comme c'est pas la possession, c'est qu'est-ce que tu fais aussi du ballon, quoi. Donc c'est un peu plus complexe que ça. On est d'accord aussi qu'on peut mettre à la poubelle les stats du genre... je sais pas moi, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas perdu dans tel stade. On est d'accord? Mais tu sais, moi par exemple, je suis aussi fan des Girondins de Bordeaux. Pendant longtemps, il y avait la stat sur le fait qu'à domicile, on n'avait pas perdu face à Marseille pendant, je crois que ça durait 42 ans. Ouais. Oui, bon, effectivement, les joueurs il y a 42 ans, c'était possiblement pas les mêmes que c'est actuellement. Donc, est-ce que vraiment c'est une statistique pertinente? Je sais pas. Après, bon, ça fait la fierté locale, ce genre d'histoire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Ça, faut le voir vraiment plus comme des fun facts que oui, c'est ça, ouais. Des stats d'analyse. Mais ça aussi, alors, bon, pardon, je me lâche un peu, mais on a ça aussi en NBA où les plus réfractaires aux stats dites avancées, je sais pas, de l'efficacité, bon, c'est assez basique, hein, c'est juste des mesures de ce qui se passe sur le terrain, efficacité ou ce genre de choses. Les plus réfractaires, c'est aussi ceux qui vont utiliser des triples-doubles, la stat des triples-doubles, ou alors c'est le premier à être dans tel club, 5000 points, 2000 rebonds, 2000 assists. C'est des stats aussi, quoi. Et là, pareil, la stat de Bordeaux OM, bah oui, enfin, je sais pas, ça a pas trop de sens, quoi. C'est pas Bill Simmons qui a genre c'était quoi, c'est le club des 52 ou je sais pas quoi, un truc bizarre. Ah oui, non, oui, ouais. Bon. Oui. Ben voilà, pareil. Exemple parfait, Bill Simmons qui est contre les stats ou voilà, qui est un peu de l'ancienne école et qui te dit ah oui, le club 42, c'est minimum 26 points, 12 rebonds et un nombre de passes qui fait un total de 42, comme si ça avait une signification. Donc oui, voilà un peu pour le côté médiatique, mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet, un peu plus intéressant. Les stats dans le foot pro, alors, dans le vrai foot pro, on parlait d'ailleurs d'une amélioration à l'échelle médiatique. Du coup, je me doute, je te pose la question, que on a aussi connu cette amélioration peut-être exponentielle même dans le foot pro, je veux dire. Alors, il va y avoir le reste de l'Europe et les pays qui travaillent bien et la France d'un côté. Clairement, il y a beaucoup de pays où ça prend une part complètement intégrante aux décisions, à l'évaluation de la performance. En France, je dirais pas que c'est encore la norme. Il y a par exemple, il y a 2 ans, on avait fait une interview sur Coparena avec Paul Lannes et il nous expliquait que pour analyser les performances, grosso modo, en fait, tout ce qu'ils utilisaient, et encore c'était récent, c'était les informations physiques. Ça, les clubs, ils commencent à être friands de ça. Je crois que en France, c'est quand même d'abord démocratisé au rugby. Mais maintenant, les clubs sont quasiment tous équipés, tu sais, des espèces de capteurs GPS avec cardiofréquence-mètre, etc. pour suivre ça. Les clubs maintenant sont vraiment friands de ça et l'utilisent. Par contre, dans la description de la performance par les stats, je pense qu'il y a, dans la plupart des clubs, il y a des gens qui sont dédiés à ça. Après, la question, c'est le poids que ça a, tu vois, dans les décisions qui sont prises. Et ça, je pense que c'est encore vraiment minime, quoi. Genre, parce que, par exemple, en fait, pour donner un exemple assez concret de ça, Barcelone a l'une
donc on quitte la France, a une des meilleures équipes statistiques du monde. C'est les gens dans les conférences, etc. Ils vont toujours présenter des trucs nouveaux. Ils ont vraiment des gens, des experts. Ouais, ils ont Excel Premium en gros, quoi. Non. Non, là, c'est vraiment des chercheurs, des gens qui font des trucs vraiment calés, mais en fait, c'est simplement, ça a aucun intérêt du point de vue du club, parce que leur avis n'est pas utilisé. Genre. Et ça, c'est un autre problème, en fait, dans les clubs de foot. C'est qu'il y a des clubs qui vont avoir des très, très bonnes équipes pour travailler sur les données, qui vont être capables de sortir des résultats très intéressants, qui vont être capables de les interpréter, de les transmettre, de les faire digérer aux gens, mais ce ne sera pas utilisé. Ce ne sera pas utilisé des fois juste parce que il y a des intérêts contraires à base de oui, d'accord, ce joueur-là il a l'air intéressant, mais il n'est pas avec l'agent qui m'intéresse, donc en fait on va faire plutôt ce transfert-là. Oui. Mais il y a aussi plus simplement oui, d'accord, tu me présentes tes statistiques, c'est très intéressant, etc. Mais moi avec mon œil je préfère ça, même si tes stats disent qu'il est pas bon, et on va partir plutôt sur ça, quoi. Donc les clubs vraiment qui sont purement data ont en ce moment encore un avantage compétitif. Je crois au début, j'ai parlé de Brighton, par exemple, qui a la plus petite masse salariale en Angleterre. Ah oui ? Ils ont fini, je crois, 6e du championnat. Eux, leur recrutement, c'est quasiment purement data. Ils ont si je dis pas de bêtises, je crois que même leur propriétaire, c'est lui ou celui de Brentford, qui est un ancien parieur? Parce que Brentford, c'est aussi un autre club de première ligue qui a des petits moyens et qui fonctionne très bien, et qui se base exclusivement sur la data. Mais en tout cas, les clubs vraiment qui vont se baser sur ça, à l'heure actuelle, conservent un avantage compétitif. C'est pas complètement répandu. Et par exemple, en France, on l'a vu cette année avec Toulouse. Toulouse a un recrutement data, et ils ont réussi avec une masse salariale bien plus faible que leurs concurrents à gagner la Coupe de France et à se maintenir assez tranquillement en Ligue 1. Même si Damien Colomoli a trouvé que c'était pas assez, mais ça c'est autre chose. Alors, peut-être on en reparlera de Toulouse, effectivement, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que j'avais lu un truc, je crois que c'est dans Soccernomics, je crois, où il parlait qu'il y avait justement une très très forte corrélation, même beaucoup plus une corrélation entre la masse salariale et à quel point t'es bon, plus qu'avec le montant des transferts, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que là, si tu dis que Brighton est le plus petit budget salarial, et pourtant ils sont combien dans le top 6 ou top 8 de Premier League, c'est hyper impressionnant, quoi. Oui, non, ce qu'ils ont fait, c'est un exploit, mais c'est parce que c'est un club qui travaille très bien. Et ils travaillent tellement bien qu'ils commencent à avoir un problème de riche, c'est que leur club filière en Belgique devient lui aussi extrêmement compétitif, l'Union Saint-Gilloise, alors qu'ils l'avaient récupéré en 2e division. Ils ont failli être champions 2 années de suite. À chaque fois, ils ont été vice-champions et 3e, je crois. Mais tu sais, il y a des règles qui empêchent les équipes de s'affronter en Coupe d'Europe si elles ont le même propriétaire. Donc, je pense pas que Brighton initialement avait ce problème-là en tête, mais ils vont peut-être finalement y être confrontés. Oui. Non, mais effectivement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport peut-être à il y a 20 ans, on peut quand même dire que les clubs pro, les grands clubs pro, ont des j'ai pas le mot, des données, des centres, des statisticiens, pardon. Voilà, quasiment tous, ils ont des analyses de très haut niveau. D'accord. Mais leur influence va souvent être moindre, en fait, dans certains clubs, et ça va du coup freiner l'efficacité, quoi, simplement. Par exemple, pendant un certain temps, à Liverpool, ils étaient très orientés data. Oui. Ils ont fait beaucoup de recrutement sur ça. Petit à petit, là, l'équipe, en fait, ils sont tous barrés. On va dire les historiques. Et il y avait aussi petit à petit Jürgen Klopp, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde, qui a commencé à avoir de plus en plus d'influence sur le recrutement. Et au final, je suis pas sûr que ce soit pour le mieux. Il y avait aussi une question de fin de cycle à Liverpool, mais on voit que tu peux avoir des équipes en place, etc. Il suffit que la dynamique change entre ta cellule stat et les gens, on va dire, plus terrain. Et tout de suite, tu vas perdre en efficience parce que tu vas plus prendre en compte, en fait, des inputs que tu utilisais par avant, quoi. Oui, il y a une notion aussi, une dimension politique dans ces clubs-là qui fait que
les statisticiens sont pas toujours écoutés, quoi, finalement. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, hein, parce que il y a pas les histoires d'agents en NBA, mais il y a aussi le proprio qui débarque et qui dit non, on fait ça. Ça, c'est toujours marrant. C'est vrai dans le sport, mais c'est vrai aussi dans le monde des entreprises. Je pense que il y a tout un tas de décisions. Il y a des gens, ils produisent des rapports pour expliquer pourquoi il faudra pas les prendre, mais si quelqu'un au-dessus est en mode genre non, c'est pas c'est pas ce que je voulais entendre, la décision sera prise quand même. Donc bon, malheureusement, c'est pas effectivement genre il y a des gens qui alimentent avec les données, ils essaient d'alimenter on va dire des décisions rationnelles à prendre, mais ils vont pas forcément être écoutés, et c'est peut-être le premier frein en fait à l'utilisation des données. Oui, mais après c'est déjà ça, parce que effectivement, je suis pas sûr que il y a 20 ans ou 25 ans, il y avait forcément au niveau professionnel et dans les clubs des gens qui pensaient à ce genre de données, quoi. D'ailleurs, si je peux te lancer aussi, le fameux Damien Comolli, qui est au TFC actuellement, c'était un des premiers aussi en Europe, avec Liverpool dans les années fin année 2000 ou début année 2010. Et je trouve que ça illustrait aussi pas mal à quel point, parce que c'est aussi raconté parfois les choix les mauvais choix qui ont pu être faits, et notamment le côté on a beaucoup d'argent parce qu'on a vendu, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Torres, non, à l'époque, et du coup oui, ils avaient pris Andy Carroll pour une fortune derrière. C'est ça, ouais. Mais après tout ce qu'on peut faire avec les statistiques, ça va être quelque chose de probabiliste. En fait, même Brighton dont j'ai parlé, qui travaille très très bien, Brighton, en fait, le truc c'est que tout leur recrutement est data, mais ils savent que dans le lot, il va y avoir du raté. Et l'objectif, c'est juste d'être 30-40% meilleur que la moyenne. Et ça suffit à être hyper compétitif. Mais j'ai l'impression qu'il y a une approche en mode, la statistique va me dire si oui ou non quelque chose est bon, alors que ça devrait être plutôt quelque chose une probabilité de réussite en fait, en prenant cette décision. Oui, parce qu'effectivement, en plus, toute stat est un peu sujette à interprétation, ou alors, comme tu dis, ça marche pas tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, je connais pas bien, je connais juste de loin, mais justement, tu vois, sur l'exemple de Liverpool, j'ai un peu cette même impression que tu décris, ce côté, la stat, et on l'interprète pas, la stat nous dit, quoi. Et à l'époque, ils racontaient que ils avaient pris le meilleur joueur de tête et ils avaient pris le meilleur centreur, mais sauf qu'en fait, tu peux pas juste faire ça, et ça n'a pas marché parce que tu décontextualises absolument tout, quoi. Donc ça peut pas marcher comme ça, quoi. Je suis d'accord. D'ailleurs, question un peu, tu as commencé à un peu l'aborder, mais qui sont les grands acteurs actuellement dans le foot pro? Quels sont les clubs qui utilisent le mieux la data, justement, et les stats? Parce que tu nous parlais un peu du Barça, où ils ont un top service, mais qui est pas trop utilisé. Il y a Brentford, Brighton, les deux qui sont excellents aussi de ce point de vue-là. Oui. En termes de data, en France, du coup, effectivement, on va avoir Toulouse. Je crois qu'en Italie, je crois que l'Atalanta et je crois aussi Sassuolo ont des services stats qui fonctionnent pas mal. Je crois que l'AC Milan, même s'ils ils sont pas forcément toujours impliqués dans les décisions, ils ont des gens qui sont considérés comme très forts là-bas. Enfin voilà, je vois, il y en a un peu partout. J'avais entendu parler aussi de Southampton, non, qui a fait beaucoup de méga profits sur des... oui, Southampton très friand, mais là ils viennent de descendre. Ah mince, d'accord. Mais non, je rigole. Mais oui, effectivement, eux aussi sont pas mal friands de stats. Après, dans les championnats mineurs, après t'as Midtjylland, mais en fait c'est les mêmes propriétaires donc c'est au Danemark ça. Mais c'est les mêmes propriétaires que Brentford par exemple. Enfin voilà, il y a des gens qui travaillent bien en statistique un peu partout. Mais peut-être en France, Toulouse arrive là avec un avantage compétitif sur les autres parce que c'est les premiers à vraiment intégrer ça complètement, je pense, dans la prise de décision. Southampton, notamment, c'était Sadio Mané ou des joueurs comme ça qui avaient vendu très cher, enfin acheté peu cher et revendu très cher aussi, recruté grâce à la data, ouais. Effectivement. Ils ont fait de très très beaux coups ces dernières années. C'est juste cette année, ça a moins marché. Mais je crois que c'est Brentford, du coup, j'essaie de vérifier en direct, mais c'est Brentford où il y a Billy Beane notamment, l'ancien qui a révolutionné un peu les stats dans le baseball, en tout cas au niveau du grand public. Billy Beane, c'est Brentford, il me semble, ou alors je dis une bêtise peut-être. Ah, je savais pas qu'il s'était intégré, recyclé dans le football, mais je crois que là-bas c'est un... Mais à chaque fois, je confonds avec l'origine story un peu de Brighton. Mais il y en a un des deux, en tout cas, c'est un ancien parieur, en fait, qui a utilisé ces modèles pour... Oui. D'abord pour le pari, mais ensuite pour rendre performant des clubs de foot, quoi.
Et à quel point tu penses que les Américains qui arrivent un peu en première ligue, ça n'aide pas aussi un peu à développer ce côté-là, parce que c'est quelque chose qui est plus culturel des États-Unis et peut-être moins de foot, quoi. Ouais, clairement, je pense que les Américains sur ça, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est tellement plus intégré déjà à leur analyse du sport de haut niveau. Ils ont eu grosso modo la révolution 10 ans avant celle dans le football. Donc oui, non, c'est sûr ils amènent ça avec eux. Mais d'ailleurs, Toulouse, c'est des investisseurs américains. Après, par exemple, au Girondins de Bordeaux, on a eu des Américains. C'est pas forcément extrêmement bien passé. Il n'y avait pas forcément de data non plus. Donc c'est pas propre à la nationalité non plus. Non, bien sûr. Après, oui, Chelsea aussi, et j'aimerais bien voir les stats qu'ils ont. Sur quel stats ils s'appuient pour acheter à peu près tous les joueurs actuellement qui ont moins de 23 ans. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Autre question que j'avais un peu sur ce côté stats dans le foot, on a parlé avec Raphaël Cosmilis du coup, et de suite quand on a commencé à parler de scouting, il me parlait de stats. Et c'est vrai qu'au niveau du foot, j'ai l'impression que le scouting est surtout concentré sur... les stats, pardon, sont surtout concentrés sur le scouting, sur on va chercher tel joueur parce qu'il a telle caractéristique ou ce genre de choses. Mais est-ce qu'il existe aussi des stats et des analyses un peu plus axées sur la performance de l'équipe du coup? Oui, en fait, dans à peu près toutes les équipes, après, encore une fois, ça veut pas dire forcément que c'est utilisé derrière, mais quasiment toutes les équipes, ils sont quelqu'un qui va, soit avec un fournisseur de données, soit le faire eux-mêmes, récupérer les données du match, les analyser, essayer de leur donner un contexte sur ce qui s'est passé tactiquement, pourquoi. Donc, c'est quelque chose de très présent dans la vie au jour le jour au sein des clubs. Après, comme c'est quelque chose en fait qui se fait souvent en interne et qui parfois se fait avec une sauce interne, avec des choix, des différentes statistiques à suivre, de qu'est-ce qui est interprété de telle ou telle façon, c'est pas forcément quelque chose qui est on va avoir beaucoup d'informations à l'extérieur sur comment c'est fait. En revanche, sur le scouting, c'est quelque chose, c'est plus facile à mettre en place en tant qu'amateur de l'extérieur, en sachant comment c'est fait chez les professionnels aussi, parce que mécaniquement, il y a moins de secrets parce qu'il y a des données qui sont disponibles pour tout le monde. Oui, puis j'ai l'impression, alors je sais pas, tu me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où la stat est géniale sur des jeux très séquencés finalement. Le baseball, le meilleur exemple, c'est pour ça que c'est parti de là, je pense. Le basket est un peu comme ça, c'est des séquences où il y a des faits qui se passent, qui sont très faciles à quantifier ou à mesurer. Le foot, c'est quand même beaucoup plus un espèce de chaos ou une continuité dans le match. Il y a pas de séquence, donc il y a un peu cette liberté tout le temps et cette continuité. Et du coup, j'ai l'impression que l'endroit où on peut le plus séquencer et réduire ce champ d'action immense, j'ai l'impression que du coup c'est un peu le joueur, et c'est pour ça que les stats sont beaucoup orientés scouting en ce moment, quoi. Oui, non, c'est vrai aussi. C'est même... oui, non, tu as complètement raison. C'est effectivement beaucoup plus simple de les utiliser sur les joueurs pour se faire un avis que forcément sur l'équipe. Mais bon, il commence à y avoir des statistiques de plus en plus poussées qui essaient de plus en plus de donner la valeur des décisions qui sont prises, oui, en fait, la valeur d'une possession, tu vois, d'une action. Okay. Et c'est pas encore complètement démocratisé, mais je pense que quand ce sera quelque chose utilisé de façon beaucoup plus large, ce sera, les statistiques seront mécaniquement une part beaucoup plus importante dans l'analyse, en fait. D'accord. Et alors justement, sur le plan un peu technologique, où est-ce qu'on en est de tout ça? Parce que je crois que tu me disais hors antenne que finalement, il n'y a pas beaucoup d'historique sur les stats, ça ne remonte pas à très loin. Nous, on a un peu plus en NBA parce qu'on a les box scores et donc les totaux de points et de rebonds, etc., qui sont calculés depuis toujours. Mais tu vois, par exemple, nous, sur tout ce qui est technologie de tracking, ça a à peine 10 ans aussi. Où est-ce qu'on en est du coup au niveau du foot?
Alors, au niveau du foot, Opta, ça a commencé avec des stagiaires. Ça, c'était 96. Et je pense que ça a duré un paquet de temps qui disait à la main là où avait lieu l'événement. Et ensuite, ils sont passés aux Indiens. Et ça, je pense globalement qu'on est tout juste en train de passer au tracking. Parce qu'il y a des acteurs extérieurs qui mettent la pression sur ça. D'accord. Il y a StatsBomb qui a des systèmes de qui commencent à le faire, mais surtout il y a Skill Corner qui est une entreprise qui est assez récente, qui a été fondée en 2016, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils étaient présents à la NBA Summer League, Okay. qui eux ont un système purement à partir de, ils essayent en tout cas à partir d'une seule caméra de faire des données de tracking sur l'ensemble du match. Parce qu'en fait, jusqu'à présent dans le football, les données de tracking, ça se faisait uniquement si tu avais accès au capteur GPS, quoi, quasiment. Oui. Il y avait pas les technologies à partir de capture d'image, il y en avait certaines qui étaient utilisées en interne, pardon. Mais il n'y avait pas tant que ça il n'y avait pas vraiment de possibilité d'utiliser un prestataire extérieur qui fait ça de façon globale comme Skill Corner. Et donc ça, c'est une évolution qui est en train d'arriver, et je pense que c'est une évolution qui va forcément avoir un impact sur tous les autres acteurs du marché, parce que tu es forcément plus compétitif quand tu fais ça automatiquement avec seulement une caméra que si tu dois avoir des gens qui saisissent à la main. Il y a moins d'erreurs aussi, parce qu'on va pas se mentir. Alors je sais pas à quel point c'est vrai au basketball, mais au football, sur les enregistrements de statistiques, vu qu'il y en a beaucoup qui sont faites à la main, il y a aussi des erreurs de saisie en fait. Et Oui. des fois des erreurs de conception entre les personnes qui saisissent les choses. Et des fois, ça peut donner des grosses bizarreries, des gros écarts par rapport à ce que tu attends. Oui, parce que du coup, tu nous dis que tous ces outils qui sont apparus au début, c'était du tracking à la main, en fait. C'était des gens derrière un PC qui disaient, bah là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. Et on n'est pas encore totalement sorti de ça au niveau du foot, en fait. Non, mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois encore, là, il y a une semaine, j'ai vu une publicité de Opta pour dire vous voulez devenir les personnes qui font ça, venez nous contacter pour faire ça sur les terrains de France. Donc non, on n'est pas. Je sais pas si au basketball c'est complètement. J'imagine que c'est complètement passé au tracking, mais au football c'est une révolution qui a lieu, mais qui est aux prémices. Nous, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus sur du total tracking. Je pense, les trackings de NBA, c'est depuis 2013-14, du coup, enfin saison 2014. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi une partie où parfois on décompte des possessions de pick and roll ou d'isolation. Et encore, que même ça, je m'y connais pas assez, mais je pense que même ça doit être pouvoir capturer par les caméras de mouvement. Et voilà, quand on dit tracking, oui, pardon, on n'a pas explicité, mais ce sont des caméras de mouvement qui capturent les images et qui sont elles-mêmes capables de dire ce qui se passe sur le terrain, si on doit le résumer comme ça. Mais c'est vrai que la difficulté aussi, en tout cas la facilité que nous on a dans le basket, et surtout en NBA en fait, c'est qu'on a une ligue fermée avec 30 équipes, et 30 équipes très riches, et une ligue très riche qui donc a pu mettre en place en un claquement de doigts ou quasiment, mais du jour où ils se sont dit il faut qu'on le fasse, ils l'ont fait, ils ont mis des caméras dans les 30 salles et c'est bon, tu avais toutes les données de tous les matchs NBA possibles, quoi. Et c'est vrai que la difficulté en foot, c'est que déjà il y a plein de ligues mineures, il y a des ligues pas très riches, et tu peux pas espérer que genre comme en NBA tu te dis bon tiens tel jeune il fait quoi sur drive, tu vas voir les trackings sur drive quand il pénètre balle en main jusqu'au panier. Tu peux pas te dire ça pour ah bah tiens je vais aller voir les stats de tel mec qui est en 2e division au Danemark. C'est pas possible parce qu'il y a pas les caméras, en fait, ça coûte trop cher. Alors 2e division au Danemark, il y a des caméras quand même. Ah d'accord. Mais je te dis ça, mais parce qu'avec Wisecout, il y a quand même, en fait, même les matchs qui sont pas diffusés, il y a Wisecout, donc il y a un autre organisme. Alors lui qui fait vidéo et stats, ils vont aller filmer des trucs. Des fois où effectivement sinon tu n'aurais pas accès au match. D'accord, okay. Mais ça n'empêche pas que tu as raison, hein. Du coup il y a des championnats qui sont pas couverts. Par exemple récemment on essayait d'aller regarder des choses en D2 croate, et en D2 croate il n'y a pas tous les matchs, donc faut faire avec ce qu'il y a. Ouais. Mais c'est pas le caméra tracking, hein, pardon, c'est le match il est filmé et il y a des gens qui vont saisir à la main les statistiques. Donc tu vois, genre tu donnais l'exemple, on n'a pas les drives du joueur en D2 Danemark, on va quand même avoir, si tu vois, ses stats, on va avoir des choses sur lui. Bon, ça a été fait à la main, pas forcément de façon optimale avec un mec qui est allé en tribune pour filmer, mais on a des choses.
D'accord. Donc il y a des caméras, à défaut d'avoir encore des caméras qui Oui, on n'est pas la révolution calculent elles-mêmes, quoi. Effectivement. Ok. Donc ça c'est, je pense que ça pourrait être du coup l'évolution dans le futur en fait. Hein, c'est ce côté développement de la technologie. J'ai l'impression. Autre question, oui, quelle est un peu la vision des joueurs sur tout ce qui est stats, parce que tu nous parlais vous faites pas mal d'interviews de joueurs actuels ou parfois même d'anciens sur Copa Arena. Quel est leur rapport avec ces stats? Est-ce que ça reste un rapport assez primaire ou est-ce qu'ils ont conscience de tous ces les courses à haute intensité, les XG, etc. Ils ont conscience quasiment uniquement de ce qui est course à haute intensité, kilomètres parcourus. C'est des différentes interviews qu'on a fait, j'ai l'impression que c'est très très rare qu'un joueur soit intéressé par ces statistiques qui décrivent sa performance. Ils sont quand même beaucoup plus intéressés par ce qui décrit leur performance physique. Ça, pour eux, ça a une plus-value, ça les intéresse de savoir qu'ils se sont dépassés, qu'ils ont réussi à faire plus. En fait, ce qu'ils vont te dire, c'est que leur ressenti en fin de match, ils l'ont. Ils savent s'ils ont été bons ou pas bons. Ils n'ont pas besoin de te dire j'ai réussi tant de passes. Ils se rendent bien compte qu'ils ont raté des passes, qu'ils n'ont pas réussi suffisamment d'entrer dans le dernier tiers. En fait, si tu leur mets une liste, ça va les barber, ils s'en fichent. Et ils n'ont pas l'impression que ça leur apporte quelque chose. Par contre, sur ce qui est physique, on va dire chez ceux qui sont vraiment professionnels, ça les intéresse. D'accord. Oui, donc c'est vrai qu'on l'a même pas encore précisé, mais il y a deux types de stats. Enfin, si, tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a les stats de performance de ce qui se passe dans le jeu, on va dire, et il y a surtout celle qui est déjà démocratisée, c'est tout ce qui est stats, entre guillemets, mais stats de performance physique, y compris à l'entraînement d'ailleurs, non? Ouais. C'était pas, il y a encore pas très longtemps, c'était pas le cas pour tout le monde, mais je crois que là, tous les clubs de Ligue 1, ils ont l'espèce de brassière avec capteur GPS, cardio-fréquence-mètre, etc. pour suivre ce que fait le joueur pendant l'entraînement. Et ça, les joueurs sont assez réceptifs à ça. Oui. Et ça, comment dire, ça a plus de facilité à pénétrer le milieu foot français, je me doute, parce que c'est un outil pour le physique, plus qu'une nouveauté dans le jeu, donc c'est plus facile. C'est ça. Donc oui, si on peut avancer sur peut-être des stats en elles-mêmes, pour parler un peu de concrètement, quelles sont les grandes stats aujourd'hui dans le foot à suivre, si certains sont un peu intéressés parmi les auditeurs. Déjà, si tu devrais un peu nous décrire, on va dire, les grandes catégories de stats qui existent en foot, bon, ça va un peu dépendre des postes, mais globalement, c'est quoi un peu le paysage des grandes stats en foot? On va dire que déjà, toutes les statistiques clés disponibles, c'est ce qui se fait avec ballon. Donc, on comprend vite que on va avoir plus de mal à estimer la performance des défenseurs, les performances défensives. On va avoir des statistiques sur les pressions déclenchées, les interceptions faites, les tacles, mais juger un défenseur sur ça, c'est trop simpliste. En fait, ça quantifie juste le nombre d'interventions, mais un défenseur, par exemple, en fait, il va faire beaucoup de choses qui sont préventifs. Alors, on peut essayer de trouver des proxys pour estimer sa capacité à le faire, mais c'est très très loin d'être parfait. En tout cas, les statistiques clés, on va retrouver les expected goals, donc, ce que j'ai évoqué précédemment, les expected assists, qui sont le pendant des expected goals, mais simplement, les expected assists sont attribués au dernier passeur. C'est la probabilité que la passe que j'ai faite se transforme en but si le joueur a décidé de tirer. Après, en statistiques moins accessibles, il y a les expected threats qui sont très intéressantes, qui, elles, essaient d'estimer en sommant en fait, sur un match à quel point le joueur a amené le danger dans le camp adverse en utilisant une pseudo probabilité. En fait, on fait la différence entre la valeur de danger qu'il y avait quand le joueur a reçu le ballon et celle qu'il y avait après son action. Et comme ça, on essaie d'estimer à quel point il a apporté du danger dans le match. La on ball value de StatsBomb, qui est l'une des statistiques les plus avancées, qui n'est pas disponible au grand public.
Ça mesure pareil, la valeur de la possession, mais aussi en prenant en compte ce qui est les interventions défensives, avec la même idée de regarder la différence entre avant et après la réception du ballon. Après, dans les statistiques plus grand public, je pense que c'est intéressant de regarder les entrées dans la surface, par la passe, par le dribble, les entrées dans le dernier tiers, Ouais. les actions progressives, donc pareil, passe et course avec ballon. Après, en soi, c'est à contextualiser, mais les dribbles tentés, leur pourcentage de réussite, même si c'est quelque chose d'assez décorrélé avec les résultats des matchs, je trouve que c'est une statistique au moins qui décrit bien le profil du joueur. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, sur les expected assists, c'est intéressant quand on regarde cette statistique de la mettre en parallèle avec la quantité de coups de pied arrêtés qui a été pris. Il y a des joueurs, en fait, ils sont pas si dangereux que ça dans le jeu, mais ils vont se produire beaucoup d'occasions juste parce qu'ils tirent les corners, les coups francs directs. Donc ça, c'est des choses intéressantes à mettre en perspective pour juger la capacité de création d'un joueur. Après, pour la capacité d'un joueur à créer, à se mettre dans des situations dangereuses, ça peut être pas mal de voir la fréquence avec laquelle il arrive à toucher le ballon dans la surface adverse. Est-ce que je pourrais citer d'autres Et est-ce que vous avez un peu des stats un peu all-in-one? Parce que nous, c'est un peu un combat certaines fois, dans le sens où moi je préfère les stats un peu de mesure, on va dire, de ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi tout un mouvement de on va exprimer la valeur d'un joueur en une stat. Est-ce que vous avez ça un peu dans le foot? En soi, le on-ball value que j'évoquais et même, on va dire, les expected threats, ça peut être perçu un peu comme ça. D'accord. Vu que ça essaie de sommer. Après, de façon très populaire, c'est quelque chose qui existe pas tant que ça. Et en fait, le truc, c'est les statistiques de ce type-là, ça va être, tu sais, les notes basées uniquement sur les statistiques, genre que tu peux retrouver sur SofaScore, par exemple, ce genre de site qui essaye, ou WhoScored aussi, qui essaye à partir des statistiques de créer tu vois, la note du match du joueur. On peut voir ça un peu comme un truc all-in-one, mais encore une fois, je trouve qu'elles sont pas hyper pertinentes parce que c'est un peu trop rattaché au fait de reproduire le résultat qu'il y aurait eu dans un journal, tu vois, genre, donc par exemple, ça va donner une valeur très très d'ailleurs le site s'appelle WhoScore, donc tout de suite on comprend que ça va donner une valeur très importante au but marqué. Et c'est pas pour aller dans l'analyse très loin, c'est pas forcément hyper pertinent. Je pense pas qu'il y ait en accès libre au grand public des stats all-in-one aussi intéressantes que tout ce qu'il y a le BPM, l'IPM, le Darko, enfin basket c'est la régalade de ce point de vue. Au foot c'est quand même moins le cas. D'ailleurs, moi de mon côté, j'avais essayé de faire j'avais fait un article sur Coparena où j'essayais de montrer est-ce que l'utilisation du plus-minus au football ça a du sens, est-ce que ça te permet de dégager des choses intéressantes, et il y avait des résultats pertinents, et derrière j'avais essayé de regarder est-ce qu'on peut faire un modèle un peu comme le box plus-minus, en fait, d'estimer à partir des statistiques ce plus-minus. Et donc j'avais appelé ça la mesure de l'impact, et ça on s'en sert un peu. Par exemple, ça c'est une statistique tout en un qui essaye d'estimer l'impact du joueur à partir des statistiques, certaines que j'ai données précédemment, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont ce genre de modèle pas forcément avec la même méthodologie que celle que je viens de décrire, mais en caché, quoi. Mais en accès libre comme ça, il y en a finalement peut-être pas tant que ça, quoi. Oui, donc il y a sans doute des clubs ou des boîtes, des agences qui travaillent dans le monde pro, qui ont des modèles qui donnent une valeur à un joueur, une stat all-in-one, mais pas forcément public, quoi. Ouais. D'ailleurs, tout bêtement, pour les articles sur Coparena, on a des articles où en fait on essaie de trouver des joueurs intéressants à présenter qui pourraient signer en Ligue 1 ou en Ligue 2, et ça arrive régulièrement qu'en fait on se rende compte que les joueurs nous qui ressortent dans nos modèles,
il y a clairement des clubs qui ont des modèles similaires parce qu'ils signent un certain nombre des joueurs qui ressortent de cette façon-là, quoi. Ouais, effectivement. Mais alors, c'est vrai qu'il y a un aspect très difficile dans le foot parce que, encore une fois, il y a ce côté où nous, ce qui est bien en basket, c'est encore une fois, c'est très séquencé. Il se passe plein de faits sur le terrain, donc c'est facile de les mesurer. Ces faits du genre un tel prend un tir là, du genre un tel perd la balle à ce moment-là, ou même des trucs un peu plus de corrélation, comme à quel point est-ce que l'équipe est bonne dans la défense du panier quand un tel joueur est sur le terrain. Ça reste relativement factuel, on va dire. Mais c'est vrai qu'en foot, tu parlais des défenseurs, c'est le problème, c'est qu'on peut mesurer que ce que le défenseur fait en termes de factuel, alors qu'il y a plein de fois où, par exemple, la hauteur de ligne ou ce genre de choses, ça compte, ou l'anticipation, et ça, on peut pas encore le mesurer, non? Ouais, il y a un truc sur lequel, par exemple, moi, c'est un proxy que j'utilise sur le fait que c'est un défenseur qui joue plutôt en couverture. Ça peut être intéressant de regarder le nombre de minutes qui se passent entre le nombre de fois où le joueur se fait passer par le dribble. Ça, par exemple, ça peut être un proxy intéressant pour trouver. Mais je dis ça, c'est juste un exemple et ça, bon, bref, c'est pas parfait, quoi. Ouais. Mais bon, en fait, on se rend compte que c'est ce genre de d'arnaque qu'on doit trouver pour retrouver en fait une information qu'on n'a pas par les statistiques. Oui, effectivement. J'avais noté, là, j'ai vu il y a 2-3 jours un documentaire sur les stats dans le foot, et quelqu'un disait le foot n'a pas encore craqué le code de qu'est-ce qui fait qu'un joueur est bon ou pas. Et donc ça, c'était un truc qui date de 2017. J'ai l'impression que c'est encore pas trop le cas aujourd'hui, en tout cas peut-être sur l'espace public, peut-être que certaines équipes ont réussi, mais est-ce que toi, tu as espoir que justement on arrive à surmonter un jour cette difficulté de on ne peut on mesure ce qui se passe, mais du coup il y a plein d'éléments pour l'instant on n'arrive pas trop à les mesurer. Je dirais que personnellement c'est un truc qui m'effraie parce que je pense que on ne doit pas être si loin que ça du point de bascule où des acteurs particulièrement précis dans leur utilisation des technologies et intelligents dans ce qu'ils font vont mettre la main sur ça en fait. D'accord. Quand je vois par exemple, enfin je crois que je les ai déjà cités 2-3 fois, mais quand je vois comment travaille Skill Corner, c'est extrêmement intelligent ce qu'ils font. Vu qu'ils ont une approche tracking sur l'ensemble des équipes, etc., ils peuvent quand même prendre des trucs, des paramètres assez fins. Et par exemple, récemment, ils ont sorti une statistique, alors je sais plus comment ils l'ont appelé, c'était genre Game Intelligence ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ça va prendre en compte le joueur, les possibilités qu'il avait, genre et la probabilité que ces passes-là il ait réussi, et les comparer avec le choix qu'il a fait pour obtenir, une idée des choix du joueur. Alors là, c'est encore quelque chose avec ballon, mais comme ils ont des données de tracking, que c'est les données de tracking qui sont clés pour estimer en fait les performances défensives, ils sont aussi capables de faire des trucs intelligents de l'autre côté. Alors, je crois qu'ils ont moins communiqué là-dessus, mais en fait, comme par exemple, ils sont capables d'estimer automatiquement la formation, c'est quoi la hauteur de ligne, etc. Tu te dis, vu comment ils réfléchissent, ils vont être capables de sortir des trucs particulièrement innovants, même je pense sur ce domaine-là. Oui, surtout si on commence à avoir un gros échantillon de tracking, tu mets un peu de machine learning là-dedans, tu lui donnes plein de matchs, et finalement, j'en sais rien, je m'y connais pas du tout là-dedans, mais je me dis que ça va un peu dans cette direction, quoi. Ouais, non, complètement. Quelques questions aussi sur le côté peut-être un peu plus concret, mais justement sur les XG, parce que tu as parlé des XG déjà, on a déjà expliqué, donc pas besoin d'y revenir, mais à quel point est-ce qu'il y a un degré de personnalisation concrètement, ou à quel point est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait? Parce que je te parle d'un point de vue de la personnalisation de la stat, parce que par exemple, est-ce qu'on doit mesurer vraiment le expected par rapport à la moyenne? Est-ce qu'on doit mesurer par rapport aux joueurs? Mais du coup, tu tombes sur des problématiques de oui, mais si c'est un jeune joueur, il n'y a pas beaucoup d'historique personnel à comparer. À quel point est-ce que les modèles s'affinent là-dessus? Tu peux, parce que c'est mon opinion. Il y a des gens qui essayent de prendre la qualité du joueur en question, mais à mes yeux, tu peux pas vraiment le faire. Par exemple, moi, quand j'essaie de faire des modèles pour estimer d'une saison à l'autre, c'est quoi la surperformance en XG qui est conservée, j'obtiens quelque chose comme 3%. D'accord. Donc ça veut dire, pour le reste, c'est du hasard, quoi.
c'est la surperformance, hein, pas enfin vraiment la différence entre le nombre de buts marqués et les expected goals. Donc s'il y a que 3% de ça en moyenne qui est conservé d'une saison à l'autre, à mes yeux en tout cas, tu peux pas intégrer ça dans un modèle. Tu peux faire des exceptions et te dire que les tirs que prend Messi dans une position préférentielle, j'ai suffisamment de données, donc je vais alimenter le modèle avec ça. Mais c'est pas vraiment à mes yeux, c'est plus vraiment faire de la statistique, quoi. Si tu alimentes trop de trucs individuels que tu peux faire uniquement sur quelques joueurs très précis sur lesquels on a un énorme volume de données, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit la bonne voie à prendre. Faut plutôt, à mes yeux, faut plutôt se considérer que les expected goals présentent quelque chose et que derrière, tu peux avoir conscience que, ok, peut-être que l'équipe a pas tant dominé que ça aux expected goals, mais ils ont marqué parce qu'ils avaient un meilleur finisseur. Donc, ces expected goals-là avaient plus de valeur. Il fallait qu'on fasse encore mieux pour les battre. Mais je pense pas que ça doit être intégré directement dans le modèle. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a une vraie corrélation entre les équipes fortes et les équipes qui surpassent leur XG offensif ou défensif? Non, parce qu'il y a beaucoup de réussite en fait. Même sur une saison complète, il peut y avoir de la réussite. Il y a mais la vraie corrélation qui existe, c'est entre les expected goals et le niveau de performance des équipes. Là, c'est hyper corrélé. Après, des fois, il peut y avoir des accros sur une saison et tu te rends compte en regardant ça qu'il y a sur les expected goals, l'attaquant a sous-performé, le gardien était moins bon que prévu et ça a amené à des déceptions et que peut-être que faut pas décider de virer l'entraîneur mais faire quelques ajustements pour que ça reprenne son bon cours, quoi, et la performance des équipes. Mais en fait, la surperformance va parfois expliquer des surprises dans la saison, mais ça va pas tant que ça expliquer la performance. À mes yeux, il faut plutôt voir ça, enfin souvent, hein, des fois il y a des exceptions, mais il faut plutôt voir ça comme de la variance. D'accord, ok. Tiens, vu qu'on parle des expected goals, on n'en parle pas trop, mais il y a un peu l'inverse du côté, pas du côté attaquant, du côté gardien. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cette stat dont on parle beaucoup moins que les fameux XG offensifs? Ouais, alors selon le fournisseur de données, c'est pas forcément le même nom. Côté StatsBomb, ils vont appeler ça post-shot expected goals, pardon. Et du côté de Opta, ils vont utiliser les XG on target. Dans les deux cas, l'idée c'est de dire là, ce qu'on veut mesurer, c'est pas la dangerosité d'une action, mais c'est la dangerosité du tir une fois qu'il part. Est-ce que ce tir-là, c'est quoi la probabilité qu'il se transforme en but en prenant en compte il est bien situé dans la lucarne, il est parti vite, etc. Et ça va permettre de bien mieux mesurer la performance des gardiens. Je dis ça, mais c'est moins le cas chez Opta où le modèle est un peu branque-ballant. Chez StatsBomb, c'est quand même ils font un truc plutôt solide de ce point de vue-là. L'autre côté du truc, ça peut être d'utiliser ça pour mesurer la qualité de finition, mais en fait, c'est quand même assez proche des résultats que tu vas avoir avec les buts. Donc, bon, là aussi, il va y avoir un peu de réussite, pas de réussite dans les échantillons que tu vas avoir. Mais c'est plutôt sur les gardiens où ça fonctionne vraiment bien. Oui, c'est un peu ça que j'allais enchaîner avec ça, mais le poste de gardien est quand même assez spécial et c'est presque ce qui se rapproche le plus d'un autre sport, d'un sport plus séquencé justement, où en fait j'ai l'impression qu'avec le gardien on peut plus facilement saisir le niveau de performance de par certains arrêts, de par certains ballons qu'il a laissé passer ou ce genre de choses, non? Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, les fournisseurs de données, ils ont un peu négligé cet aspect-là. Même si StatsBomb, j'ai dit, ils ont vraiment un bon modèle sur les post-shot expected goals, et ils ont aussi un modèle sur le placement du gardien pour dire à quel point, là où il était au moment du tir, ça permet de réduire la dangerosité d'une action. Mais tu vois, l'exemple que tu donnais de dire sur les centres captés, par exemple les interventions dehors de la surface pour couper les actions, ça, en fait, ça existe pas trop. Et du coup, il y a un Anglais qui s'appelle c'est Dr Harrison, je crois, qui est genre un astrophysicien qui est féru de foot. Et il a fait des modèles spécifiquement sur ça. Et du coup, c'est une entreprise un peu à part maintenant qui vend ces données, qui s'appelle, je crois, goalkeeper.com, donc qui est assez équivoque dans son nom, qui fournit ces statistiques-là. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que t'as complètement raison sur le fait qu'en soi, tu pourrais dire que c'est un poste qui est assez facile d'estimer la valeur,
mais comme c'est un poste un peu unique, il a été un peu, j'ai l'impression, été oublié dans les projets pour estimer la performance. Et finalement, du coup, c'est un acteur très très secondaire qui s'est spécialisé là-dedans, qui commence à faire référence sur ce domaine-là. Oui. Oui, mais parce que moi, d'instinct, je me dirais que c'est peut-être le seul endroit du terrain où justement c'est assez limité le champ d'action et même le nombre de parades, ce genre de choses. Donc, on pourrait assez facilement mesurer le niveau d'un gardien plus facilement, on va dire, que d'autres postes, peut-être. Autre question, pardon, sur une stat, je sais pas si elle existe, justement, mais on a fait un podcast avec Florent Tonuti pour la tactique dans le foot et il nous a assez longuement expliqué que la notion fondamentale en foot, un peu comme en basket, c'est la création de décalage. Est-ce qu'on a une stat qui arrive à quantifier ça? Parce que nous, en basket, on l'a pas trop. Mais est-ce qu'on a une stat en foot pour le côté faire la différence ou créer le décalage et porter le jeu vers l'avant? Bah, ça, justement, tout à l'heure, quand je te donnais l'exemple, alors les expected threats essayent d'approcher cette idée, mais comme c'est pas avec les données de tracking des 22 acteurs sur le jeu, c'est pas hyper performant parce que ça va plutôt juste essayer de faire un proxy en utilisant la position de l'action. Ouais. Par contre, la on-ball value prend en compte la position des adversaires. Donc, dans l'idée, avec cette statistique, tu peux avoir une idée de qui sont les joueurs qui font des décalages. D'ailleurs, eux, ils avaient fait, quand ils avaient présenté le modèle, ils avaient montré qui créait le plus de danger par le dribble, qui créait le plus de danger par la passe. Et ça correspondait quand même bien à ce que les gens qui regardaient les matchs en question avaient en tête. Mais par contre, c'est pas une statistique facilement accessible. Après, dans les statistiques accessibles, je dirais que sur cette notion de créer le décalage, il y a les through balls qui donnent au moins par la passe celles qui passent dans le dos de la défense. D'accord. Qui donnent un peu une idée de ça. Mais c'est comme c'est des passes assez rares, il faut quand même un gros échantillon pour se rendre compte de ceux qui en font. Parce qu'après, je me doute qu'il y a aussi des trucs du genre le nombre de pourcentage de duels gagnés avec le dribble, mais ça ne dit pas tout, quoi. Ça dit que la création de décalage par le dribble. Exactement. Ouais, ok. Bah tiens, justement, sur le passing, tu commences à y aller, donc on peut enchaîner. J'ai vu que j'ai découvert Football Référence, du coup, je m'étais jamais vraiment plongé là-dedans. Et justement, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a pas mal de stats, mais un peu comme je dis, les stats comme j'aime, moi, c'est-à-dire des mesures concrètes et pas forcément des algorithmes, comme parfois on peut en trouver sur le basket. Il y a tel site a son algorithme et tu sais pas trop ce qu'il met dedans, ou alors c'est le mec qui décide un peu, il fait son équation propre, quoi. Et finalement, là, j'ai vu qu'il y a plein de mesures d'événements sur le terrain, et notamment sur le passing. Et j'ai vu, il y a une catégorie donc de passes de progression. C'est ça qui en fait, est-ce que c'est intéressant ou pas, ou est-ce que c'est un peu gadget? Non, c'est intéressant. Je crois que j'avais cité tout à l'heure dans les stats que je considère comme intéressantes. Oui. Mais oui, effectivement, elles sont intéressantes. Je me souviens plus exactement de la définition qu'ils utilisent sur FBRF, mais je crois qu'en plus, il y a une notion que dans ça, grosso modo, la passe amène au point le plus haut par rapport à les événements précédents. Donc, c'est vraiment une statistique intéressante que quand j'avais présenté la mesure de l'impact, c'était une des statistiques qui était utilisée pour obtenir le résultat. Parce que c'est littéralement à quel point le joueur ou l'équipe fait progresser le jeu, en fait. Il y a des stades de progression de distance, de distance du ballon, de nombre de fois où tu progresses. Enfin, vraiment, il y a un compartimentage, en termes de zone et même en termes de progression qui est assez intéressant. Après, il y a aussi des trucs des key pass ou des choses comme ça. Ça, je me doute, c'est un peu la sauce de Football Référence, du coup, selon les critères. Alors, qui passe, il me semble que Football Référence, pour le coup, là, ils utilisent une définition que j'apprécie parce que qui passe, des fois, effectivement, c'est utilisé un peu n'importe comment. Là, c'est simplement les passes qui mènent à un tir. Il y a d'autres acteurs du marché qui utilisent la key pass en mode la passe qui, justement, crée la différence. Mais comme tu vois, c'est pas fait par des algorithmes et que c'est fait un peu manuellement, des fois, ça crée des résultats un peu bizarres avec des gens qui vont obtenir des key passes là où d'autres vont pas en obtenir, et quand tu regardes la vidéo, t'es pas forcément d'accord avec ça. Oui. Mais oui, FBRF, par exemple, utilise ça pour donner les passes qui mènent à un tir. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais sur faire avancer le ballon et que les statistiques de progressive pass donnent les mètres gagnés, le souci que ça pose, c'est que selon ta position sur le terrain, c'est plus ou moins facile de faire ça, quoi. Donc ces passes-là ne se valent pas forcément entre les joueurs. Tu vois, genre si tu fais une progressive passes, je crois que ça commence
il faut être à au moins 40 mètres de ton but pour qu'elle soit comptabilisée. Si tu l'as fait à cet endroit-là, devant deux attaquants qui font pas forcément un pressing hyper intense, c'est quand même beaucoup plus simple que si tu es dans le dernier tiers. Et pourtant, après, dans l'écriture statistique, tu vas avoir juste sur FBRF une progressive passes dans les deux cas, quoi. Donc c'est là où ça manque ce que je disais tout à l'heure, comme les expected threats, les on ball value, pour donner cette valeur-là aussi à ces statistiques-là. Oui, mais en fait, un peu comme en basket ou comme partout, hein, la stat est intéressante à partir du moment où tu sais de quoi tu parles et tu la contextualises et que tu la prends pas au pied de la lettre, en fait. Mais ce que je trouve intéressant, alors j'ai pas regardé au niveau des joueurs, mais au niveau des équipes, par exemple, au niveau des stats de progression, justement, je trouvais qu'il y avait une assez bonne corrélation, ou alors, je sais pas, je te pose la question, mais par exemple, les matchs où j'ai regardé le Real Madrid, les matchs où ils ont le plus fait de mètres, par exemple, sur ces progressions, passes ou distance, c'est des matchs contre des petites équipes, contre des équipes pas fortes où ils ont fait des gros scores, et les matchs où ils ont les plus petits scores de progression, c'est justement contre Manchester City, Barça, Atlético, ou des gros matchs. Donc, j'ai l'impression que finalement, cette progression, ces stades de progression arrivent plutôt bien à retranscrire ce qui se passe dans un match. Et en tout cas, il y a cette corrélation de les bons scores, c'est contre des mauvais et les plus petits contre des faibles, donc contre des forts. Donc ça a l'air cohérent, quoi. Ouais, non, ça fonctionne pas mal. Quand tu fais la corrélation entre les passes progressives ou les entrées dans la surface ou les entrées dans le dernier tiers et les expected goals ou carrément le score du match, tu vas trouver quelque chose qui fonctionne, quoi, qui donne. Il y a des surprises, hein. Par exemple, cette année, je crois que Liverpool, quand tu regardais par rapport à leurs entrées dans la surface, c'était aberrant qu'ils n'arrivaient pas à gagner plus de matchs. Mais en soi, non, c'est un bon proxy de performance. Et d'ailleurs, même historiquement, l'un des pionniers de la statistique dans le football, qui s'appelait Charles Rip, qui était un comptable de la Royal Air Force en Angleterre, qui faisait ça manuellement, qui essayait de retranscrire les stats manuellement. Il avait observé cette corrélation. Alors, je sais plus c'était quoi, mais il faut tant d'entrées dans le dernier quart pour obtenir tant de tirs. Il faut tant de tirs pour obtenir tant de tirs cadrés. Il faut tant de tirs cadrés pour obtenir des buts. Donc, c'est un raisonnement qui effectivement existe et qui a déjà été observé. C'est marrant, ça me fait penser à Bill James, du coup. Je sais pas si tu connais, mais l'homme qui a révolutionné les stats dans le baseball. Enfin, l'homme qui a eu toutes les idées, et ensuite, 20 ans plus tard, Billy Beane, justement à Auckland, a réutilisé ces idées-là, mais qui dataient donc des années 70. Et Bill James était un gardien de prison à l'époque qui faisait tout ça sur des petits carnets et qui avait une newsletter, l'équivalent d'un journal de Bill James. Enfin bref, c'est... Ok. J'ai vu Moneyball, donc j'imagine que c'est le truc dont le mec s'inspire quand il fait son code et tout. Mais ok. Donc je savais pas que l'origine c'était un mec dans les années 70 qui avait fait. Et justement, ils en parlent dans Moneyball tout à la fin. Et quand il a son entretien à Boston, que finalement il va finir par refuser. Mais à la fin, le propriétaire de Boston, il dit on vient d'engager Bill James. C'est quand même totalement fou que ce mec-là n'ait pas été dans un front office pendant toutes ces années. Okay. Il le cite même. Mais bon, bref, ça c'était pour l'anecdote du côté artisanal. Donc oui, tu dis que stat intéressante aussi, grosse corrélation sur le côté rentrer dans la surface. Ça, c'est une stat importante. Ouais, sur les résultats, ça marche pas mal. Genre, il y a quand même des bonnes corrélations entre les performances des équipes et les entrées concédées dans la surface et les entrées obtenues. Et si on revient sur l'échelle individuelle, c'était aussi une de mes questions, c'est est-ce que vraiment on a une corrélation entre, on va dire, les meilleurs défenseurs du monde, tels qu'on peut les analyser, vos meilleurs analystes sur Coparena d'un point de vue tactique, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce groupe de joueurs-là que Coparena vous pourriez dégager sur l'analyse visuelle et les top joueurs, enfin les joueurs qui ont les meilleures stats défensives, ou pareil avec les milieux, est-ce que les meilleurs milieux, il y a une corrélation avec ceux qui sont les meilleurs dans certaines stats? Est-ce que ça existe ce genre de lien ou c'est encore ou pas? Par exemple, nous, cette année, on s'est amusé à faire, avec notre modèle qu'on utilise en interne pour dégager des joueurs, on s'est amusé à faire, c'était quoi l'équipe de Ligue 1 de la saison, purement statistique, sans mettre aucun input tactique. Bon, c'est un truc je pense que ça aurait... C'est peut-être pas forcément les choix les plus évidents, mais c'est pas non plus des trucs complètement choquants. Globalement, plus on est sur les postes offensifs, plus c'est en accord avec l'œil. Ouais. Et quand on arrive sur les postes défensifs, on est
pertinent, genre on va quand même dégager des trucs intéressants, mais tu vois, si on doit faire de la détection, supposons que sur les ailiers, j'ai besoin de transmettre 5 noms pour qu'on en dégage un qui nous plaise, peut-être que sur les défenseurs, ce sera plutôt 15. D'accord, ouais. Oui, parce qu'il y a plus de marge d'erreur, du coup. Voilà. Forcément, ouais, effectivement. Tiens, d'ailleurs, on peut en arriver là, petit jeu pour terminer. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter, hein, tu me dis, tu n'hésites pas. Mais sinon, oui, du coup, dans ce prisme individuel, je voulais terminer par un petit jeu. Si on prend certaines stars du football actuellement, est-ce que tu es capable un peu de nous les décrire avec des stats un peu clés? Justement, si je te dis Haaland, qu'est-ce qui le définit dans son profil stat, Haaland? Nous, par exemple, si tu es en basket, je pourrais te dire de l'efficacité, ou du volume, ou le nombre de passes, ou ce genre de choses, ou des on-off, ou des chiffres d'impact. Comment est-ce que Haaland ressort du lot au niveau stat, par exemple? Alors, Haaland, pour le coup, c'est un joueur quand même qui est très spécialiste, ça se voit dans les statistiques. C'est un joueur qui va obtenir beaucoup d'expected goals, qui va très largement surperformer ses expected goals, et maintenant on est sur un échantillon suffisamment important pour qu'on sache que c'est quelque chose simplement... il met des grosses mines du gauche, donc donc voilà, il n'y a pas beaucoup de ratés dans ce qu'il fait, et donc ça, effectivement, on va voir tout de suite qu'il va sortir beaucoup là-dessus. Aussi, il a une bonne sélection de ses tirs. Il va rarement prendre des positions de tir éloignées, donc ses expected goals, ils vont toujours partir des valeurs assez élevées. Il va surtout prendre des bonnes positions de tir. Alors ça, forcément à Manchester City, ça aide, mais même globalement, c'est quelque chose qu'il a dans son jeu. Ça, c'est aussi le fruit de ce qu'il est capable de faire sans ballon pour se libérer du marquage adverse. Après, sur les autres statistiques, Haaland, c'est pas forcément celui qui se dégage le plus. Il commence à se dégager pas mal sur les duels aériens, alors que c'était pas forcément le cas précédemment dans sa carrière. Mais par exemple, Haaland, sur les stats de participation à la construction du jeu, de création à la passe, même de participation défensive, même si quand il fait le pressing, c'est assez spectaculaire parce qu'il va très très vite. Tout ça, c'est des statistiques sur lesquelles il se dégage beaucoup moins. On est vraiment sur un spécialiste finisseur. Je sais pas quoi donner comme exemple au basketball. Ce serait quoi? Ce serait quelque chose comme... non, parce que Stephen Curry a de la passe, mais ce serait vraiment genre... Kevin Durant. Durant, ouais. Voilà. Très, très bonne comparaison. Gros volume de création Alors, Durant aussi, il se met dans des situations compliquées pour les transformer, mais bon. Mais voilà, avec une surperformance, etc. Voilà. Donc, Durant, bonne comparaison. Et si on prend un autre style d'attaquant, alors aujourd'hui, il est plus vraiment dans le vrai football, mais Lionel Messi, justement, est-ce qu'il y a des domaines où, si tu ouvrais la page stats de Lionel Messi, il y a des stats en particulier qui sautaient aux yeux, ou est-ce que pas vraiment? Alors, Lionel Messi, pendant très longtemps, il fallait plutôt faire quelle stat ne saute pas aux yeux quand tu ouvres la page de Lionel Messi. C'est en mode, ok, il gagne pas beaucoup de duels aériens, il fait pas trop de pressing, il marche, quoi. Mais globalement, sur toutes en fait, le truc, c'est la comparaison quand les gens, quand ils essaient d'expliquer pourquoi pour eux Messi c'est le plus grand joueur de tous les temps, c'est de dire Messi c'est à la fois peut-être le meilleur 9 de son époque et le meilleur 10. Et dans les statistiques, ça se voyait. Il avait à la fois des stats de création de passes, mais aussi tu sais, quand on parlait tout à l'heure des progressive passes, normalement, c'est des choses qu'on voyait chez des joueurs plus bas sur le terrain, mais lui, il avait des chiffres délirants même sur ça. Tout en ayant des chiffres dans le dernier tiers, les expected assists, les expected goals, il avait une surperformance par rapport à la moyenne, il réussissait beaucoup de dribbles avec un très haut pourcentage. Bon, il y avait tout, quoi. Genre, c'est d'un point de vue statistique, dans un modèle, Messi... pendant longtemps, c'était juste mon modèle et ce qui fonctionne. Déjà, je regarde est-ce que j'ai Messi qui est bien tout en haut. Oui, ok. Donc ensuite, je regarde est-ce que le reste fonctionne. Donc c'est même pas marrant, quoi. Messi a tout qui ressort, Messi Prime, ouais, c'était pas... Même pas Prime, genre jusqu'en 2018-19, c'était le cas. Ouais. Et alors, si je sais pas si on prend un milieu, je sais pas quel milieu... Je sais pas quel milieu on pourrait prendre. Enfin, j'ai pas envie de dire Kevin De Bruyne encore une fois, mais un milieu comme ça, allez, si on prend De Bruyne, allez. Ouais, c'est quoi qui ressort du lot?
De Bruyne, là, on va voir tout ce qui est création à la passe qui va ressortir. Les passes progressives, les entrées dans le dernier tiers, les entrées dans la surface de réparation. Avec De Bruyne, en plus, pour un milieu, on va obtenir des choses plus étonnantes, comme des entrées par le centre dans la surface ou qui mènent à des tirs, ce qui est quand même pas forcément le cas de tous les milieux. Et avec pour un milieu, des chiffres pareil de statistiques de tir qui sont très très intéressantes. Plus tôt dans sa carrière, il y avait aussi des stats défensifs qui n'étaient pas horribles pour un joueur qui avait autant d'activité offensive. Ces derniers temps, ça se voit quand même un peu moins. Bon, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, mais oui. À contrario, par exemple, une recrue du PSG, Ugarte, au Sporting Portugal, lui, sur les statistiques de duel défensif, c'était genre le meilleur du monde de très très loin, quoi. Genre on est sur des stats qui étaient complètement absurdes par rapport aux autres, quoi. Genre quand il était je veux pas dire le Messi du duel, parce que c'est un peu de toute façon en plus c'est réducteur, parce que Ugarte a d'autres problèmes par ailleurs, parce que justement il se dégage vraiment comme étant un spécialiste de la récupération, mais c'est assez amusant parce que voilà, sur toutes les stats défensives pour un milieu, il ressort vraiment énormément, quoi. Et quand tu regardes sur le terrain, effectivement, il fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, je te pose pas forcément la question pour les gardiens. Je suppose que c'est la capacité à faire baisser, à faire sous-performer les attaquants. Mais du coup, sur le cas des défenseurs, par exemple, si on a du Virgil van Dijk ou du même celui qui vient d'être acheté par City, encore une fois, City, Guardiola, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent sur Van Dijk dans son prime ou Guardiola actuellement? Alors, Van Dijk, par exemple, ce qui va ressortir, c'est que tout à l'heure, je te donnais la statistique du fait que des minutes sans se faire passer. Ouais. Ça, Van Dijk était complètement exceptionnel, parce que je crois d'ailleurs, il y a une saison où il se fait pas passer, en fait. Genre, la saison pour le Ballon d'Or. Oui. Donc lui, il a des pourcentages de réussite au duel qui étaient délirants. Des bonnes statistiques à la passe sur son jeu long. D'ailleurs, c'était le cas aussi quand Messi, De Bruyne, je sais pas citer, mais le pourcentage de passes longues réussies par rapport à c'est aussi très bon. Mais donc pour les défenseurs, en tout cas, Van Dijk, il va pas mal ressortir là-dessus. Après, par exemple, ce qui est amusant avec un Van Dijk, c'est que tu vois, on disait en termes quantitatifs, c'est pas forcément glorieux. Alors au football, pour les stats défensives, on a tendance à les ajuster par la possession. Oui. En fait. Un peu à la façon de ce qu'il fait au basket. Sauf que normalement au basket c'est plus pour corriger du rythme, mais là c'est pour corriger du temps que chaque équipe a le ballon. Mais par exemple, voilà, genre sur les statistiques défensives quantitatives, Van Dijk il va pas tant ressortir que ça. C'est plutôt voilà, genre l'absence de duel perdu et des stats de pourcentage de réussite très très élevés, notamment au duel aérien. Par contre, par exemple, côté Joško Gvardiol, là, il va y avoir un niveau encore plus élite que Van Dijk, des chiffres de création à la passe très intéressants, que ce soit les passes progressives, leur taux de réussite, les entrées dans le dernier tiers, aussi des choses par le dribble. Par contre, Joško Gvardiol, il a une faiblesse sur les duels aériens. D'accord. Qu'il a, même quand il était en Croatie, il avait déjà ça, où il est par rapport au top défenseur, il est quand même vraiment un cran en dessous. Ok. Je vais pas abuser de ta gentillesse, sinon je pourrais passer la soirée à te poser des questions sur tous les footballeurs. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais dernière question, mais qui n'est pas vraiment une question du coup. Quel type de recommandations tu peux faire en termes de lecture, en termes de podcast, de vidéos, de chaînes YouTube, pour justement des gens qui s'intéressent un peu plus aux stats dans le foot? Alors, je dirais que pour les stats dans le foot, il y a Coparena, qui est une excellente émission. Mais au-delà de ça, après, il y a les articles de blog de StatsBomb qui sont vraiment intéressants. Ceux d'Opta aussi, qui s'appelle Opta, qui a changé de nom, il s'appelle The Analyst et Stats Perform. Où là, ils vont, en fait, quand ils vont sortir des innovations, ils vont faire des articles là-dessus et c'est super intéressant de regarder ce qui se fait. Après, il y a des passionnés qui font sur Twitter des threads pour présenter leurs résultats. En français, il y a les Data Foot, Data Scout, Data Player, enfin, peut-être je l'ai inventé celui-là, mais voilà, il y a ce genre de compte qui essaie de présenter ça avec les stats.
Au niveau bouquin, par exemple? Après, au niveau bouquin sur les statistiques pures, non, comme ça, j'aurais pas trop de recommandations. Il y a Jonathan Wilson qui a fait plein de bouquins super intéressants sur l'analyse tactique, et du coup, il évoque aussi les statistiques, mais je suis pas sûr comme ça que je recommanderais forcément un livre purement pour aller plus loin de la statistique. En fait, les meilleurs les éléments les plus à la pointe qui vont être disponibles sur les articles de blog donc des fournisseurs de données. Et il y a aussi des fois des papiers scientifiques, en fait. Des fois, ils sortent le résultat, et ça aussi, ça peut être intéressant à observer. Par exemple, pour les gens intéressés, le CIES, ils ont diffusé c'est quoi leur méthode pour créer le modèle de prix des indemnités de transfert. C'est un papier. Enfin voilà, donc il y a tout genre de données. En fait, souvent sur les sites des fournisseurs de données, ils vont t'orienter vers leurs publications. C'est franchement ce qui est le plus intéressant. À l'époque, il y avait Côté Foot de Julien Sensao qui était alimenté aussi, qui avait plein d'articles intéressants. Donc je pense que le blog est pas fermé, donc il y a toujours plein d'articles intéressants à lire là-dedans en français. Je pense que ça peut être un bon point d'entrée, mais malheureusement, il est plus alimenté. Le problème des livres, c'est qu'on évolue vite dans ce milieu de la stat, et que les livres sont vite dépassés, quoi. Nous, on a aussi pareil, les premiers livres d'analytics des années 2000 ou même début 2010, tu les lis, bah oui, on le sait, merci, quoi. Donc, c'est le problème du rythme de publication des livres, mais ok. Bah oui, évidemment, on recommande Coparena, bien entendu. Ça coûte quoi? Ça coûte le prix d'un café par mois. Ouais, je crois que c'est 4 € par mois, mais bien sûr, il y a des codes pour découvrir ça pendant un mois, pour tomber dans l'addiction des sorties journalières, quotidiennes. Mais voilà. Enfin voilà, genre c'est à peu près mes recommandations. Coparena, évidemment, on vous le recommande. Et puis voilà, mais du coup, merci beaucoup Ismaël d'être venu sur le Basket Lab pour nous parler des stats dans le foot. Merci beaucoup. De rien, et encore merci pour l'invitation. Moi, je suis un auditeur de ton podcast, donc très très content d'être là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que voilà, cette petite parenthèse football en pleine saison NBA ne vous aura pas dérangé. Et c'est vrai que ça fait partie des émissions un peu que j'ai fait cet été. D'ailleurs, on l'a enregistré en fin juillet ou début août même, je crois. Donc je m'excuse encore une fois auprès d'Ismaël pour le décalage de publication. J'ai été complètement perturbé par notre top 100 qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais bref, donc voilà, les stats dans le foot, ça nous change un peu de notre programmation habituelle où on était 100% focus sur le basket et sur la NBA, sur la saison 2024. Voilà, petite parenthèse de foot qui, j'espère, vous aura plu. Et donc, très simplement, la prochaine fois, nous allons conclure notre saga d'intersaison. Plutôt que l'an dernier, c'est déjà ça. L'an dernier, c'était en janvier. Mais donc, la prochaine fois, dernier numéro du Crossover. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Ismaël d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.